Quand on pense classique de la littérature, on imagine souvent un livre un peu, disons, intimidant, poussiéreux même. Et si on découvrait que l'un des plus grands classiques est en fait le modèle de toutes nos comédies romantiques préférées? Aujourd'hui, on plonge dans Orgueil et préjugés de Jane Austen pour voir pourquoi c'est, eh oui, la rom-com originelle. Imaginez un monde où la seule carrière possible, c'est le mariage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est exactement la situation des 5 sœurs Bennet. Pour elles, trouver un mari, ce n'est pas une question de papillon dans le ventre, non. C'est une question de survie, purement et simplement. Chaque bal, chaque dîner, c'est un entretien d'embauche, où l'enjeu, c'est littéralement leur avenir. Alors, comment on passe d'un simple regard de travers dans une salle de bal à l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par le début, avec les jeux du mariage, puis on verra comment naissent les mauvaises premières impressions qui vont mener à une série de catastrophes. Ensuite, attention, une vérité choquante va tout changer, avant le scandale final, les secrets, le sacrifice, et à la fin, on se demandera pourquoi, 2 siècles plus tard, on est toujours aussi accro. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Section 1, que les jeux du mariage commencent. Et le sous-titre dit tout. Gros enjeu, peu d'options. On est en Angleterre, au tout début du 19e siècle, et on fait la connaissance de la famille Bennet. Un père un peu blasé, une mère, disons, très angoissée, et surtout 5 filles à marier. Le problème? L'argent, ou plutôt le manque d'argent. La situation est super précaire. Et la source de toute cette angoisse, elle a un nom un peu barbare, le majorat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une loi, une règle juridique complètement impitoyable qui dit que la maison familiale, le domaine, tout ça, ne peut être hérité que par un homme. Et les Bennet, ils ont 5 filles, 0 garçon. Ça veut dire qu'à la seconde où Monsieur Bennet mourra, sa femme et ses filles se retrouveront littéralement à la porte, sans rien. D'un seul coup, l'obsession de Madame Bennet pour caser ses filles, ça paraît beaucoup moins ridicule, hein. C'est la peur panique de finir à la rue. Et pile à ce moment-là, alors que la situation est critique, que se passe-t-il? Un miracle. Enfin presque. Un jeune homme, Monsieur Bingley, débarque dans le voisinage. Et il n'est pas n'importe qui. Il est riche, très riche, et célibataire. C'est comme si le gagnant de l'euro-million venait d'emménager juste à côté. Vous imaginez l'effervescence? Pour toutes les bères du coin, c'est le début de la compétition. La chasse est ouverte. On passe à la deuxième partie, les mauvaises premières impressions. C'est là que tout se joue, ce fameux choc d'orgueil et de préjugés. Parce que Monsieur Bingley n'arrive pas seul. Il est accompagné de son meilleur ami, Monsieur Darcy. Et là, c'est une autre ambiance. Si Bingley c'est le prince charmant, Darcy c'est le mur. Il est encore plus riche, mais il est froid, distant et franchement arrogant. Et en face de lui, il y a notre héroïne, Elizabeth Bennet, intelligente, pétillante et qui ne se laisse pas faire. Forcément, leur première rencontre, ça va piquer. Et ça ne rate pas. Lors du premier bal, Darcy, trop fière pour danser, lâche cette phrase assez fort pour qu'Elizabeth l'entende. Elle est passable, mais pas assez belle pour me tenter. Boum. Voilà. En moins de 10 secondes, il vient de se mettre à dos la personne qu'il ne fallait pas. Son orgueil monumental vient de se fracasser contre les préjugés naissants d'Elizabeth. Le match est lancé. Et c'est ça qui est génial. On a l'équipe Elizabeth et l'équipe Darcy. D'un côté, elle, vive d'esprit, observatrice, mais qui juge un peu trop vite, pleine de préjugés. De l'autre, lui, immensement riche, mais super réservé, maladroit en société et avec un orgueil démesuré. En fait, ils sont les 2 faces d'une même pièce. Le titre du roman, Orgueil et préjugés, ce n'est pas juste un titre, c'est le programme, c'est le cœur du conflit. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, un nouveau personnage débarque. Monsieur Wickham, le beau gosse de service. C'est un soldat. Il a un sourire ravageur, il est charmant, et il a une histoire terrible à raconter sur le méchant Monsieur Darcy, qui l'aurait ruiné par pure jalousie. Pour Elizabeth, qui déteste déjà Darcy, c'est la preuve ultime. L'affaire est classée. Darcy est un sale. Et voilà, on embraye sur la 3e partie, la série de désastres. Parce qu'avec l'arrivée de Wickham, on jette de l'huile sur le feu. C'est l'escalade. Les malentendus s'empilent, les mauvaises informations circulent, et les tentatives de rapprochement, eh bien, elles tournent au fiasco total. À ce stade, Elizabeth a monté un véritable dossier d'accusation contre Darcy. Primo, il l'a insulté en public. Deuxio, il a détruit la vie du pauvre et charmant Monsieur Wickham. Et tertio, il a convaincu son ami Bingley de planter sa sœur, la douce Jane, qui était folle amoureuse de lui. Pour elle, les faits sont là, ils sont accablants. Le verdict est clair, Darcy est coupable sur toute la ligne. Et au milieu de tout ça, on a droit à 2 des pires demandes en mariage de l'histoire. C'est un vrai guide de comment ne jamais faire sa demande. D'abord, le cousin ridicule, Monsieur Collins, en mode pitch commercial, puis le clou du spectacle, Darcy. Il se lance, mais en expliquant à Elizabeth à quel point c'est une folie de l'épouser, elle et sa famille inférieure. 2 désastres complets. Et la réponse d'Elizabeth est à la hauteur de l'affront.
C'est une réplique culte, un chaos verbal. Vous étiez le dernier homme au monde que j'aurais pu être amené à épouser. Voilà, c'est dit. On a touché le fond. Il est humilié, elle est en colère. On pourrait penser que c'est la fin du livre, non? Eh bien, pas du tout. C'est là que le génie de Jane Austen opère. Ce moment qui semble être la fin de tout, c'est en fait le début d'autre chose. On entre dans la 4e partie, la vérité choquante. Parce que suite à cette humiliation, Darcy va faire un truc complètement inattendu. Et une simple lettre va tout changer. Le lendemain de cette demande en mariage catastrophique, Darcy ne vient pas s'excuser ou argumenter. Il la croise, lui tend une lettre et s'en va. Une longue lettre. Et ce que contient cette lettre, c'est une véritable bombe qui va faire voler en éclats toutes les certitudes d'Elizabeth. Dans cette lettre, Darcy démonte point par point l'histoire de Wickham. Le contraste est saisissant. Wickham n'est pas une victime, c'est un escroc. Il a reçu l'argent, l'a claqué au jeu, et pire, il a tenté de s'enfuir avec la petite sœur de Darcy, âgée de 15 ans, pour lui piquer sa dot. Et là, pour la première fois, Elizabeth est forcée de se poser la question « et si ?» Et si j'avais eu tort sur toute la ligne? Ce n'est pas un changement brutal, c'est une évolution. Ça commence par l'aversion totale, puis via la confusion après la lettre, le doute s'installe, ensuite la réévaluation. En visitant par hasard le domaine de Darcy, Pemberley, elle entend son personnel parler de lui comme d'un maître juste et bon. L'image du monstre se fissure. Et enfin vient l'admiration, quand elle le recroise et découvre un homme changé et attentionné. Alors qu'Elisabeth est en pleine remise en question, un nouveau drame frappe. Une vraie catastrophe cette fois, qui va toucher toute sa famille et révéler la vraie nature de chacun. On attaque la partie 5. Scandale, secret et sacrifice. Le scandale, c'est Lydia, la plus jeune, la plus insouciante des sœurs Bennet. Elle s'enfuit avec qui? Avec Wickham, bien sûr. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas mariés. À cette époque, c'est la honte absolue. Une fille déshonorée, ça veut dire que ses sœurs aussi deviennent impossibles à marier. C'est la réputation de toute la famille qui est en jeu. Et qui va sauver la situation dans l'ombre sans rien dire à personne? Darcy. En secret, il paye les dettes de Wickham, plus de 1000 livres, une somme astronomique à l'époque, pour le forcer à épouser Lydia et sauver l'honneur de la famille Bennet. Il les a traqués. Il a payé de sa poche. Il s'est associé au nom de l'homme qu'il méprise le plus. Et il a tout fait en secret. Il a fait tout ça pour elle, pour Elizabeth, sans rien attendre en retour, sans même penser qu'elle le saurait un jour. C'est l'acte d'amour ultime. Ce ne sont plus des mots, ce sont des faits. Il prouve qui il est vraiment. Et nous voilà arrivés à la fin, la dernière partie. Pourquoi on adore toujours autant cette histoire? Parce que plus de 200 ans après, ce roman est toujours aussi puissant, et on va essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, Elizabeth finit par apprendre la vérité sur le rôle de Darcy. Et là, tous les murs, tous les préjugés tombent. Il lui a prouvé son amour, et elle a appris à le voir, lui, vraiment, au-delà de l'arrogance du début. Alors quand il fait sa deuxième demande, cette fois avec humilité et sincérité, elle accepte, avec joie. Et bien sûr, le gentil Bingley revient aussi pour sa Jane. Tout est bien qui finit bien. Alors au final, Orgueil et Préjugés, c'est quoi? Juste une romance intemporelle, la mère de toutes les histoires où les ennemis deviennent amants? Ou est-ce aussi, et peut-être surtout, une critique sociale hyper pointue d'une société qui ne laissait aux femmes aucun autre choix que le mariage pour exister? En fait, le génie de ce livre, c'est que c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que c'est et que ça restera un chef-d'œuvre absolu.